Et nous retrouvons Jean-Marie Faugère, général de corps d'armée, avec cette question: la France est-elle prête à la guerre? Bonjour général, merci d'être avec nous. Est-ce que vous nous entendez bien? Oui, oui, je vous entends très bien. Je suis Merveilleux. général d'armée et non de corps d'armée. Eh bien voilà, Adèle vous entend Merci. et elle a choisi de corriger la programmation. Merci pour cette précision. Alors, que pensez-vous des récentes déclarations des politiques et des militaires européens sur un conflit possible avec la Russie? On en a beaucoup entendu ces derniers jours, général. Oui, effectivement. Donc, pour mon cas, je laisse de côté les propos des hommes politiques qui sont dans leur rôle, si vous voulez. On parle beaucoup, effectivement, aujourd'hui d'un conflit possible avec la Russie. Les chefs militaires reprennent même cette ancienne, si je puis dire, en disant que d'ici 3 4 ans, d'après le chef d'état-major des armées, il faut s'attendre à un choc avec la Russie. Tout ceci me paraît exagéré. Exagéré parce qu'on oublie d'abord que la France ne serait pas seule face à un Russe agressif. Entre nous et la Russie, il y a quand même la Pologne et l'Allemagne. Donc il faudrait déjà que les Russes avalent la Pologne et l'Allemagne avant de venir nous causer quelque tort. Donc ceci me paraît excessif. Mais pour les militaires, je conçois qu'on ait besoin effectivement d'une référence, d'un adversaire ou d'un ennemi potentiel pour pouvoir dimensionner nos propres armées. Or, qu'a-t-on devant nous aujourd'hui avec les armées françaises? Depuis plus de 30 ans, ces armées ont été éreintées par les fameux dividendes de la paix et ont perdu toute référence guerrière, si je puis dire, pour dimensionner leurs propres forces. Autrefois, on avait l'Allemagne, on avait l'Angleterre, c'était des armées connues qui nous permettaient effectivement de dimensionner un outil de défense en proportion d'un adversaire. Avec la chute du mur de Berlin et la dissolution du pacte de Varsovie, nous avons perdu cette référence, ce qui a permis effectivement de diminuer nos armées dans des proportions insensées. Et on se rend compte aujourd'hui brutalement où il y aurait à nouveau une menace, alors je ne dis pas existentielle, parce que quand on voit que la Russie, quand même depuis bientôt 3 ans, voire 4, n'arrive pas à conquérir finalement cette fameuse Ukraine, on voit mal comment elle pourrait débouler en France demain, même dans 3 4 ans, pour nous faire rendre gorge. Donc, on voit tout de même que on a désarmé de manière inconsidérée, au-delà du raisonnable, et que cette remontée en puissance, voire une reconstitution de force des armées françaises s'impose aujourd'hui, quel que soit l'adversaire à venir, qui n'est pas forcément la Russie d'ailleurs. Mmh. Ensuite, il faut bien considérer que face à un adversaire qui représenterait pour nous une menace existentielle ou mortelle, nous ne serions pas seuls. Nous avons des alliés européens, nous avons une alliance OTAN, alors on peut en reparler tout à l'heure si vous voulez, mais je pense que avec la position américaine et du président Trump aujourd'hui sur l'OTAN, il faut que l'Europe, alors je ne parle pas forcément de l'Union européenne, je parle des pays européens, incluant effectivement le Royaume-Uni, aujourd'hui reconstitue une alliance militaire pour faire face effectivement aux défis du XXIe siècle qui ne manqueront pas d'arriver. Mmh. Est-ce que, en l'état actuel des choses, la France serait militairement prête à s'engager dans un conflit de haute intensité? Alors là, il nous serait présenté avec la Russie, mais comme vous nous le dites, en réalité, ça pourrait être face à d'autres pays. Mais quel est l'état de l'armée aujourd'hui, général? L'état de l'armée, on en avait déjà discuté dans une précédente discussion avec vous, elle est au plus bas si je puis dire, c'est-à-dire qu'en dépit, il faut le reconnaître quand même, d'un effort budgétaire substantiel impulsé par le président Macron depuis 2017 et qui s'est traduit par 2 lois de programmation 2019-2024, puis 2024-2030, les budgets militaires sont à la hausse, mais ils ne permettent que de combler les lacunes que nous avons accumulées depuis plus de 30 ans, c'est-à-dire depuis les dividendes de la paix. En aucun cas, on ne parle de reconstituer des forces. D'ailleurs, je n'entends pas parler qu'on va augmenter les effectifs. Or, nos armées manquent de masse. Elles manquent de masse en hommes, en matériel. En hommes, parce que les effectifs sont quasiment ridicules. Si vous voulez, je peux vous donner quelques chiffres, hein. Les effectifs budgétaires en 2025, ce sont de 112 800 hommes pour l'armée de terre, 37 000 pour la marine, 41 000 pour l'armée de l'air
et les services interarmés 28 000, ce qui fait un total de militaires de 219 100. Ce sont les effectifs budgétaires 2025, auxquels il faut ajouter 52 000 personnels civils. Je rappelle quand même qu'à la chute du mur, l'armée de terre avait 296 000 hommes et les militaires tout confondus, on en était à 470 000. Ça, c'est les effectifs de 1989. Donc, on a plus que perdu la moitié de nos effectifs. Donc, effectivement, si on veut les restaurer, il faudra recruter massivement et on n'est pas certain qu'avec les engagés de la professionnalisation, on arrive à combler les effectifs. Donc, je pense qu'il faudrait revenir pour un conflit de haute intensité à une forme de service national, de conscription à nouveau, alors qu'il serait peut-être sélectif, qui ne serait pas total, parce qu'une classe d'âge aujourd'hui, c'est 750 000 jeunes, jeunes filles y compris d'ailleurs. Donc, on voit bien qu'on n'a pas besoin de toute cette masse-là. Donc, il faudra faire des choix. Et sur le plan des matériels, nous sommes aujourd'hui en plein renouvellement de matériel, sachant que nous vivons toujours sur les acquis de la guerre froide pour la plupart d'entre eux. Et effectivement, ces renouvellements sont lents parce que les contrats que nous passons avec l'industriel étalent les livraisons sur parfois des dizaines d'années. Et donc, tout ceci est trop long pour reconstituer des forces. Il faudrait accélérer, il faudrait alléger les procédures d'acquisition des armements, qui sont un parcours du combattant totalement fastidieux, et pour les industriels et pour les armées d'ailleurs. Donc, il y aurait beaucoup d'efforts à faire, effectivement, pour faire face à un conflit de haute intensité qui rende nos armées militairement crédibles. On imagine qu'Emmanuel Macron, lorsque il s'affiche de la sorte prêt à la guerre, en tout cas en envisageant cette possibilité, il compte énormément dans ces cas-là sur un soutien européen, notamment, et par ailleurs de l'OTAN, puisque de toute façon il a cette vision assez élargie de ce que doit être son territoire politique. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que la France, si jamais elle comptait sur l'OTAN, là, pourrait être prête à un tel conflit? Bon, sur le plan militaire, l'OTAN, c'est les Américains. On ne peut pas le nier. Quand j'ai évoqué tout à l'heure la situation de nos armées, à l'instant T, chez nos partenaires européens, c'est pire. Même si l'Allemagne, par exemple, réarme massivement en ce moment, la Pologne aussi, tout ceci ne feront pas finalement combler le départ potentiel des Américains de l'OTAN en cas d'une agression sur le continent européen. Donc aujourd'hui, avec le président Trump, on n'est sûr de rien concernant l'OTAN. C'est pour ça que j'évoquais tout à l'heure l'urgence finalement entre Européens de renouer une alliance militaire et de remonter nos budgets à des hauteurs qui permettent effectivement de reconstituer des forces. Mais ça sera un processus qui sera long. Même s'il y a une volonté politique forte, il faudra 10 ans, à mon avis, avec une volonté politique forte, pour que l'ensemble des États européens reconstituent des forces crédibles pour combler le déficit d'une OTAN qui est de plus en plus incertaine. Alors, on a, vous l'avez dit, une armée qui récemment quand même fait des efforts pour pouvoir se reconstituer. Est-ce que vous avez la sensation qu'aujourd'hui Sébastien Lecornu a travaillé à remonter cette armée française par son action? Est-ce que les crédits ont été dépensés? Parce qu'on a l'impression que l'armée a du mal à régler ses dettes et que les troupes sont en fait mal équipées. Vous l'avez dit, il manque encore énormément de matériel. Alors, concernant le rôle de notre ancien ministre, excusez-moi, des armées, d'abord, je ne veux pas lui enlever ses mérites, parce qu'effectivement, c'était un homme convaincu de la chose militaire, si je puis dire, et qui a pris à cœur son travail de ministre des armées. Le problème, effectivement, il est d'ordre budgétaire dans ce qu'on vient de voir. Or, si les lois de programmation successives 2019, 2024 et 2024-2030 ont rehaussé effectivement les crédits, comme je le disais tout à l'heure, ça ne permet pas de reconstituer des forces, mais de combler des lacunes, et en particulier d'accélérer des équipements modernes qui sont dans les tuyaux chez industriels, mais qui nous sont livrés à dose homéopathique annuellement plutôt que massivement. Quand j'évoque qu'on met plus de 10 ans pour renouveler un véhicule blindé, qu'on met bientôt plus de 20 ans pour constituer notre flotte de Rafale, pour la marine, je n'en parle pas, parce que c'est aussi laborieux. On voit bien que le prochain porte-avions, il est pour 2040 finalement. Donc tout ceci est extrêmement lent et procédurier.
Et l'action de M. Lecornu a été effectivement, j'allais dire, un peu de fouetter les sangs et des industriels et de Bercy, finalement, pour que les crédits soient au rendez-vous. Alors, dans cette mécanique budgétaire qui est relativement infernale et peu connue, peu visible pour le grand public, effectivement, les lois de programmation ont octroyé des crédits à raison de 3 milliards par an depuis 2019, ce qui est quand même pas rien, mais qui ne suffit pas en raison de la mauvaise exécution des lois de finances annuelles. Parce qu'une loi de programmation s'étend sur 5, 6, 7 ans. La dernière, 24-30, c'est sur 7 ans. Effectivement, les budgets annuellement votés par le Parlement, ce qu'on appelle les lois de finances initiales, respectent les annuités de la loi de programmation. Le problème vient après en exécution budgétaire, c'est-à-dire au cours de l'année, pour exécuter le budget des armées, il y a des tas de mésaventures qui se produisent à l'initiative effectivement de Bercy, qui fait que les crédits ne sont pas au rendez-vous et que l'annuité n'est pas effectivement intégralement respectée. Ce qui fait que les lois de programmation ne sont pas intégralement respectées, parce qu'il y a des gels de crédit, des suppressions de crédit, des reports de crédit, des reports de charges. Par exemple, fin 2024, le report de charges du ministère des Armées était de 8 milliards d'euros. C'est-à-dire qu'il a doublé depuis l'arrivée de M. Macron à la présidence. Avant, il était de l'ordre de 3 à 5 milliards d'euros annuels. Là, ce report de charges, ça veut dire que la défense, les armées, n'ont pas réglé pour 8 milliards d'euros de factures en 2024. Donc, quand on ouvre le budget 2025, on commence par apurer ces factures. Donc, quand nous avons ouvert le budget 2025, on a commencé par payer les 8 milliards d'euros de dette avant de pouvoir consommer les crédits de l'annuité 2025 votés par le Parlement. Si bien qu'on pousse une boule devant nous de crédits non dépensés au bon moment et qui figure une sorte de dette. Voilà pour cette mécanique, sachant que effectivement, au bilan, ce sont des retards, parce qu'effectivement, ces mesures sur les crédits s'opèrent essentiellement sur les crédits d'investissement. Il est bien évident que ce n'est pas sur la masse salariale des armées que l'on va faire porter les coupes, ni sur le fonctionnement courant, ce qui empêcherait nos armées de s'entraîner et de vivre au quotidien. Donc ce sont les investissements et essentiellement les programmes d'armement ou les réalisations d'infrastructures qui subissent ces coupes. Et c'est effectivement extrêmement préjudiciable. Alors, Général Le Fougère, il nous reste une bonne minute. Rapidement, quand on s'engage dans un conflit, on aime quand même réussir à en prévoir à peu près l'issue, en tout cas tenter de l'imaginer. Aujourd'hui, avec tous les récents conflits auxquels on a pu assister, on remarque que dans toute guerre de haute intensité, au XXIe siècle, donc, eh bien, les pronostics des stratèges sont déjoués. Qu'est-ce que vous en pensez ? Oui, je pense que faire des projections sur l'issue d'un conflit de haute intensité aujourd'hui est un exercice hasardeux, car ça ne se passe jamais comme on l'a prévu, comme on l'a envisagé. Donc, sur un conflit de haute intensité en Europe, moi, je suis sans voix, si vous voulez, pour vous dire quelle pourrait en être l'issue, bien évidemment. Ça dépend d'abord de cette alliance entre Européens que j'évoquais tout à l'heure. Ça dépend de l'état de nos armées au moment où le choc interviendrait. Donc, il y a tout un tas de paramètres, finalement, qu'on ne maîtrise pas, qui nous sont imposés par un adversaire et par le hasard, si l'on peut dire, de l'issue d'un conflit. Donc, faire des pronostics est tout à fait malaisé et inconséquent. Oui. Et donc voilà, on va se passer de pronostics et puis on va espérer que Emmanuel Macron effectivement se calme un peu et puis commence par achever ce grand chantier de reconstruction et de remise en ordre de notre armée. Merci beaucoup Jean-Marie Faugère, je rappelle que vous êtes général d'armée, donc merci d'avoir été avec nous ce matin, merci de nous avoir éclairé sur toutes ces questions et évidemment je pense qu'Emmanuel Macron continuera avec ses déclarations, donc ce seront autant d'occasions de vous recevoir à nouveau. Merci, à très bientôt, bonne journée.